Bonjour à toutes et bienvenue sur Booste ton salon, le podcast qui t'aide à développer ton institut de beauté sans t'oublier. Dans cet épisode, j'accueille Cécile. Cécile est esthéticienne. Elle a 2 instituts qui fonctionnent super bien. Et dans cet épisode, elle nous partage avec énormément de vulnérabilité, d'honnêteté et d'humilité aussi, sa traversée du burn-out depuis maintenant plus d'1 an. Je te laisse écouter ce podcast avec beaucoup d'attention parce qu'il contient énormément de pépites afin d'éviter que ça nous arrive à toutes. Bonne écoute! Je m'appelle Cécile Prieur, j'ai 41 ans, je suis mariée, maman de 2 petits-enfants et propriétaire de 2 instituts de beauté et esthéticienne depuis presque 23 ans. Alors moi, j'ai un parcours qui est un petit peu, on va dire, très riche, puisque j'ai commencé donc du coup par avoir mes examens d'esthétique. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler en institut tout de suite et de monter en grade, on va dire, assez vite. Puis un jour, voilà, les circonstances de la vie ont fait que j'ai eu envie de partir et j'ai envie de découvrir autre chose. Donc, je suis partie à l'étranger et aussi sur les stations, les jolies stations de sport d'hiver. Donc, j'ai fait Méribel. Et après Méribel, je suis partie en Sicile. Donc, toujours en spa, mais en spa hôtelier pour le coup. Donc, vraiment dans une infrastructure comme ça. Et après, je suis rentrée, enfin, pas rentrée, non, j'ai posé mes valises à Paris où j'ai pris la direction d'un spa assez atypique, puisque du coup, c'était un spa où toutes les praticiennes bien-être et esthéticiennes étaient non-voyantes. Donc, ça a été une très belle expérience, mais ça a été éprouvant avec des heures parce qu'il a fallu s'adapter forcément à la vie parisienne et aux Parisiens. Voilà, c'est pas comme en province, ils n'ont pas eux non plus les mêmes horaires, donc il faut adapter les horaires du spa pareil. Et donc, je suis restée 2 ans à Paris et après, j'ai eu envie de la Bretagne. Mais mon expérience parisienne s'étant mal terminée, j'ai fait une petite pause de 2 ans où je n'ai pas rien fait, bien au contraire. Je suis rentrée à la Croix-Rouge, je suis devenue secouriste, j'ai été responsable d'une boutique de prêt-à-porter femmes assez haut de gamme. Et ensuite, j'ai rencontré celui qui aujourd'hui est devenu mon mari et le papa de mes enfants. Donc, comme on était tous les deux originaires d'Angers, eh bien, du coup, je suis redescendue sur Angers. Et là, j'ai racheté mon premier institut de beauté, donc il y a une dizaine d'années maintenant. Et ensuite, 2 ans après, on en a racheté un deuxième. Donc voilà, donc en 22 ans, ça a été assez Super riche. riche. J'ai été Ouais. formatrice aussi. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses dans l'esthétique. C'est un milieu qui m'a énormément passionnée, énormément animée. Quand j'en parlais, j'emmenais vraiment tout le monde avec moi tellement j'étais fusionnelle avec mon métier. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, tu as toujours été, de ce que j'entends aussi, énormément dans le don de toi aussi. Et Beaucoup. le côté généreux du métier d'esthéticienne quand on partage avec les autres, mais comme tu le dis aussi, en plus, avec par exemple des personnes malvoyantes ou à travers la Croix-Rouge, enfin, c'était énormément de dons de toi aussi dans tout Exactement. ce parcours. Mhm. Oui, 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 toujours, toujours. C'est ce qui m'animait aussi et c'est ce qui me... c'était chouette de pouvoir à la fois aider des femmes à lever leurs complexes au travers de l'Institut, d'aider des personnes avec cette cécité visuelle pour leur permettre d'accéder à notre métier, alors même si bien évidemment il était aménagé. Et puis la Croix-Rouge, ouais, c'était une belle expérience aussi. Enfin, après, il n'y a que à Adriana Carambeu que la tenue, elle va, hein, je précise. Mais non, c'était des belles expériences, vraiment. Et, euh, et du coup, raconte-moi un petit peu quel était ton quotidien justement à travers toutes ces expériences. Même au début, tu as eu ton institut, il a grandi super vite. Si vous en avez acheté un deuxième en 2 ans seulement, c'est que j'imagine ça a super bien cartonné. Donc ça, c'est cool. Comment est-ce que tu voyais ta vie, le travail, etc. à ce moment-là?
J'étais cette Wonder Woman, parce que je suis devenue maman, moi, assez tard. J'étais cette Wonder Woman qui était vraiment sur tous les fronts, qui prenait des clientes à 7h30 le matin jusqu'à 20h le soir, qui pourtant avait une demi-heure de route entre chez moi et mon premier institut. Il y a même des fois où je me coupais en deux dans la journée en allant travailler dans l'un et dans l'autre, puisqu'à cette période-là, je faisais ce que j'appelle de la production, c'est-à-dire que j'étais encore en cabine. J'avais des collaboratrices, mais je n'avais pas du tout notion que les coachs business existaient aussi pour les esthéticiennes. Voilà. Donc, j'y allais. Je ne me posais pas de questions parce que voilà, les charges sont assez lourdes. Il fallait que je travaille. Et je n'avais pas d'enfant encore à l'époque. Donc, du coup, je me posais moins de questions. C'est quand mon premier petit bout de chou est né, où là, je me suis dit, waouh, il va falloir que j'ai ce rythme-là avec un bébé. Mon mari travaillait énormément également. Ça s'est fait parce que j'ai eu une chance énorme, c'est que ma nounou, elle était vraiment juste en face de chez moi. Donc, je terminais plus à 20h30, mais à 19h. Donc, du coup, c'est plus quand mon fils est arrivé où il a fallu que j'articule ma vie autour. Et après, mon fils, on s'est vite rendu compte, malheureusement, enfin, malheureusement ou pas, enfin bref, il a un trouble du neurodéveloppement. Donc, il faut qu'on l'accompagne de façon différente. Et après, j'ai mon deuxième fils qui est arrivé. Alors là, attention. J'avais un rythme qui était mais juste effréné parce que du coup, voilà, des pipis au lit, donc il faut changer les draps dès le matin pour que le soir, voilà, on puisse arriver à les mettre à sécher. Il fallait passer au pressing pour telle ou telle chose et puis en même temps, on avait quelques courses à faire et puis il fallait pas louper les cartables, il fallait pas louper l'heure de la garderie, plus du De coup. l'énergie que tu n'avais pas l'habitude de dépenser avant, quoi, c'est sûr. Même si j'ai toujours été très active, mais je veux dire, là, j'avais que moi et mon mari à penser, tandis que là, maintenant, on avait deux petits bouts de chou au milieu de tout ça qui réclamaient l'attention de papa et maman, à juste titre. Donc, du coup, comme beaucoup de consoeurs actuellement qui vont certainement se reconnaître, c'est qu'une fois que mes enfants étaient couchés, à savoir que moi, mon fils ne s'endormait pas avant 22h30, 23h, je me mettais après à faire mes visuels sur Canva, ma comptabilité, tous les papiers, les bulletins de salaire, le détail de qui allait faire quoi cette semaine au niveau de mes collaboratrices. Donc, jusqu'à la dernière année avant que j'arrête, où ça a été, mais parce qu'en fait, mon bail commercial s'arrêtait d'un de mes instituts. Et c'était soit on revendait, soit on faisait quelque chose de plus grand et de différent. Avec le tempérament que j'ai voulu quelque chose de plus grand et de différent. Donc, je l'ai eu. Et au moment où le projet allait ouvrir, parce que j'ai quand même acheté 350 mètres carrés de terre battue et juste 4 murs, et le pari fou, c'était de tout refaire en 6 mois pour ouvrir au mois de novembre. En juillet, j'ai deux de mes collaboratrices sur mon autre centre qui m'annoncent qu'elles s'en vont, les deux en même temps. Donc là, douche froide, je fais des recrutements en urgence où malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je voulais, aussi bien avec ma clientèle qu'avec ces nouvelles collègues. Donc là, ça a été très compliqué. J'étais en pleine ouverture du deuxième. Donc forcément, j'ai aussi dû faire un recrutement pour agrandir l'équipe. Là, je me prends un abandon de poste 15 jours avant Noël. Et de l'autre côté, ça ne se passe pas bien, aussi bien avec les clientes qu'avec les collaboratrices entre elles. Donc là, je sens bien que ça commence à être très compliqué. Voilà. La coupe, elle commence à être pleine. Mon petit garçon est donc diagnostiqué avec ce trouble du neurodéveloppement un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Donc, on enchaîne les rendez-vous médicaux aussi pour lui. Sauf que mon petit deuxième, il demande autant d'énergie et il nous fait penser, il nous fait bien croire qu'il est là. Donc, du coup, c'est qu'à peu près une fois par semaine, l'école m'appelle parce qu'il faut que j'aille le chercher, parce qu'il me fait des poussées de fièvre avec des convulsions. Mon mari, qui est agriculteur, n'est pas forcément disponible pour aller le chercher. Donc, en fait, je passe mon temps sur la route parce que j'ai une demi-heure entre les deux instituts et entre l'institut le plus loin et chez moi. Bon, ça va, l'autre, je n'ai que 10 minutes. Donc, c'est une chance. J'ai la chance quand même d'avoir une super bande d'amis, une belle famille en or qui du coup arrive à me garder mon bébé, parce qu'à l'époque il est encore bébé. Et du coup, je sens bien quand je vais voir mon médecin qu'elle me dit, Cécile,
attention, attention. Et dans ces cas-là, il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Donc, je commence à faire beaucoup de formations parce que j'aime me former. Donc, beaucoup de formations depuis le Covid qui se font En en, ligne, en distanciel. voilà, en distanciel, en réunion, voilà, comme ça, avec des codes d'accès où on peut se connecter comme on veut. Donc, les journées n'étant pas assez grandes, je travaille la nuit. Et en fait, ça devient un cercle vicieux parce que moins je dors, moins j'ai envie de dormir, plus j'ai envie de projet, plus j'ai envie d'avancer, plus je fais grossir la chose, plus du coup je charge aussi mes collaboratrices de formation, de travail, parce que j'ai du mal à imaginer que les gens ne sont pas comme moi, de me dire, mais ben voilà, si moi j'y arrive, vous aussi, vous pouvez y arriver. Enfin, il faut y aller. Et puis Et un du coup, jour, les formations que tu suivais, c'était des formations de management, par exemple? C'était des oui, formations techniques? C'était des formations... je te dis ça parce que je le vois parfois aussi avec mes clientes. Parfois, il y a des courses à la formation aussi sur je oui, veux plus parce que des fois, je me sens pas encore légitime. Ça sera la prochaine formation qui va faire que je vais être légitime ou que là, ça va marcher ou que là, je vais avoir un autre truc. Alors que parfois, on a déjà tout aussi, mais c'est aussi parfois la confiance en soi qui peut jouer. Et du coup, c'est qu'est-ce qu'on va chercher parfois dans certaines courses aux formations. Je ne sais pas si c'était ton cas à ce moment-là, mais je sais que c'est quelque chose que je vois parfois ouais, qu'est-ce que je vais chercher dans toutes ces formations? qu'est-ce que j'allais chercher? Honnêtement, je ne sais pas. Pourtant, j'en avais 3 qui étaient entamés et j'avais besoin de me nourrir, mais me nourrir de quoi, je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je les fasse. Et il y avait quelque chose aussi, c'est le piège des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, on a toujours tendance à se comparer à ces concerts en pensant qu'elles sont parfaites, elles le sont certainement, hein, mais qu'elles arrivent à tout gérer, alors que quand on connaît l'envers du décor chez certaines, c'est très compliqué. Et on se dit, oh là là, mais une telle, elle fait telle formation, mais moi aussi, du coup, je vais la faire, alors que je ne me posais pas la question de pourquoi. Pourquoi je veux la faire, cette formation? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Est-ce que vraiment ça résonne en moi? Est-ce que vraiment j'ai envie? Non, j'étais dans ce syndrome où je suis chef d'entreprise, donc j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de me nourrir. Après, on a compris pourquoi j'étais comme ça, mais c'était viscéral quelque part. Pourtant, j'étais suivie j'avais déjà fait des formations en coaching de business, etc., où j'avais toutes les clés pour vraiment me demander pourquoi et éviter de me disperser. Et là aussi, on me le disait. Mais encore une fois, il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Mais merci de dire ça parce que c'est vrai que c'est super important par rapport aux réseaux sociaux de ouais, vraiment juste des paillettes plein les yeux où on se rend pas compte et où Mmh. quand on prend pas de recul, parce qu'en plus quand on fait 1000 choses, on n'a même pas le temps de prendre du recul sur pourquoi est-ce que je fais ça, qu'est-ce que j'attends des réseaux sociaux et du coup on va s'investir émotionnellement et, euh, et parfois on l'utilise pas pour notre bien, au contraire on va l'utiliser pour notre mal entre guillemets, sur la comparaison, sur le fait d'avoir des likes, sur notre estime de soi, etc. Plutôt que vraiment le côté utilitaire entre guillemets, il est censé avoir qui va être beaucoup plus neutre quoi. Quelle gérante aujourd'hui n'a pas posté un post le soir et ne s'est pas endormie avant 23h30, voire minuit, pour voir le nombre de likes qu'elle avait? Mais c'est sûr. Alors que dans le fond, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est sûr. Ah, mais Mais c'est sûr. ça, c'est que après que l'on s'en rend compte que les réseaux sociaux, c'est un piège, c'est un leurre, c'est juste une vitrine, comme dans les très beaux magasins où il y a des choses qui sont inaccessibles. Et sur Internet, vous racontez ce que vous voulez. Vous montrez ce que vous voulez. La super photo de famille où vous avez les enfants impeccables, maman à côté de papa, où franchement on se dit mais waouh, Et la le crise couple derrière qu'il y a eu pour faire la parfait. photo, ou le couple qui va Mais, divorcer dans 2 mois, tout ça, on ne le mais sait pas sur c'est la photo. ça, Mais c'est sûr. c'est exactement ça en plus. C'est exactement ça. C'est un piège et ça peut être tellement douloureux aussi que sincèrement, mais coupez-vous de ça ou prenez quelqu'un pour s'occuper de ça. Il y a des tas de jeunes femmes qui sont maintenant dans des écoles de développement, de communication, de choses comme ça, marketing, qui vont se faire un malin plaisir et une joie de gérer ces réseaux sociaux. Voilà, faut plus perdre son temps avec ça aujourd'hui parce que pendant que vous perdez du temps à faire toutes vos publications Canva, tout ça, enfin, c'est du temps que vous ne mettez pas à profit pour vous-même déjà. Après, ça dépend parce que moi, enfin, pour moi, c'est important de se former, déjà pour savoir comment juger la personne qu'on va engager sur Mhm. les réseaux sociaux. Et aussi, ça peut être super bénéfique. C'est-à-dire, pour moi, ça peut être aussi un terrain
de jeu de développement personnel si on a la bonne approche de justement nourrir ton amour pour soi aussi et le fait de dire en gros c'est mon espace. Ça peut entraîner aussi à poser des barrières, ça peut entraîner aussi à mettre un cadre, mais il faut avoir l'approche et le recul dans la Oui. mise en place. Et dans ce cas-là, ça peut être super chouette justement pour parfois prendre à ses mains un peu plus aussi, mais avec la bonne approche et avec les bonnes limites qu'on va se mettre justement. Qui a le droit de regarder mon compte, en gros, qui l'autorise à regarder, euh, à quelle heure je vais pouvoir publier, par exemple. Euh, Comment j'apprends à apprivoiser mon image quand je fais des selfies, quand j'entends ma voix, etc. Pour que je puisse m'aimer un petit peu plus à travers ce que je partage et le fait que ça ne va pas m'empêcher de communiquer. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être positives, mais ultra important, comme tu l'as dit, c'est mettre le cadre et l'utiliser pour que ce soit positif, quoi. Mais pour ça, il faut prendre du recul, c'est sûr. Il faut que ce soit un loisir. Il y en a qui préféreront aller une demi-heure sur les réseaux sociaux par loisir plutôt que d'aller s'aérer une demi-heure en allant faire du vélo, une marche ou autre. C'est Mais les juste être réseaux sûr que ce sociaux, soit un loisir voilà, et que ce soit pas comment on dit, Mm. un trou d'énergie, en fait, qui absorbe toute notre C'est ça, énergie, quoi. c'est C'est sûr. ça, c'est exactement ça. Mais ça, c'est pas facile. Ouais, c'est un entraînement, c'est un travail pour moi, je pense. Mais ouais. Faut tomber très bas pour arriver à ça après, à ne plus le, à ne plus voir les réseaux sociaux comme un ami. À s'en Mm. détacher, ouais, c'est ça, c'est sûr, Ah c'est oui, sûr. complètement. Et, hum, et du coup, si on aborde justement ton burn-out, euh, comment est-ce que c'est arrivé? Donc là, tu as quand même raconté l'escalade, on va dire, comment est-ce que ça s'est passé dans ton corps, dans ton ressenti, dans ta manière de penser, de voir la vie, jusqu'au jour même. Alors, si on reprend depuis le départ, il faut savoir qu'un burn-out, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et c'est un mot qu'on voit beaucoup et qui est très mal utilisé. Un petit peu comme la couleur taupe. Quand on ne sait pas quelle couleur c'est, on dit ah, c'est de la couleur taupe. Ah, je suis un petit peu fatiguée, je suis un burn-out. Non. Un burn-out, c'est quelque chose qui est à prendre vraiment très au sérieux, mais on ne fait pas un burn-out en un mois de travail. Mon burn-out, moi, on va dire que j'ai eu une gestation à peu près pendant 4 ans. Les Covid, enfin, avec les confinements, le stop and go, on arrête, on reprend, etc. Les soucis de collaborateurs, les soucis de trésorerie, les problèmes aussi à la maison, parce que forcément, un rythme pareil, ça joue sur votre couple. Il ne faut pas se mentir, sinon, c'est pas drôle, entre guillemets. Quelle gérante aujourd'hui est en totale phase avec son mari quand elle bosse des heures et des heures et des heures. Voilà, je pense que... Donc, c'est pour ça que ça devenait un cercle vicieux parce que le travail entraîne le travail. Puis quand vous n'êtes pas bien à la maison, vous travaillez encore un peu plus. Mhm. Et ce qui fait que c'est une spirale infernale. Donc, il m'a fallu à peu près 4 ans de gestation pour mon burn-out. Et il m'a fallu 2 à 3 semaines pour en accoucher de mon burn-out. Parce que étant donné que j'avais beaucoup de douleurs physiques, le dos qui a commencé à me faire énormément souffrir dès le mois de janvier, donc janvier 2023, j'étais atteinte d'endométriose et l'endométriose a commencé à se révéler de façon un peu plus douloureuse, mais je mettais mon mouchoir dessus. Cécile, c'est pas grave, de toute façon, enfin voilà, il faut que tu avances. La peur, c'est pour les peureux. Les perdants trouvent des excuses, les gagnants des solutions. Tout ça, c'était mes mantras. Ouais, c'était Ah dur ben oui. aussi, Ah mais envers toi, super dur ah même. ben, j'étais d'une exigence envers moi-même et d'une dureté que toutes mes douleurs, je les mettais de côté. Alors, de temps en temps, oui, on voyait bien que sur ma chaise, je me tortillais un peu, j'avais un space-fond, je mettais une bouillotte. Bon, voilà, j'avançais. Mais au bout d'un moment, comme je ne voulais pas lâcher mon corps, plus ça allait, plus il m'en faisait baver. Et un jour, je vais chez le médecin et elle me dit, mais Cécile, quand est-ce que tu vas comprendre que tu es en plein burn-out? N'importe quoi. Moi, en burn-out? Non, mais alors là, du n'importe quoi. Je suis une vraie guerrière, j'avance, j'y vais, je mène ma maison, je mène mes enfants, mon mari qui est relativement absent, mes instituts, les recrutements. Mais non, mais c'est bon, je vais bien. Mon médecin rigolait. Enfin, elle rigolait jaune parce qu'elle me disait, le jour où tu vas tomber, ça va pas être beau à voir.
Et on est le 7 septembre l'année dernière et j'anime une réunion d'équipe qui est notre réunion de fin d'année, donc pour présenter voilà, vraiment l'état de tout ce qu'on a fait sur le premier on va dire, semestre un petit peu plus poussé, la saison et tout ce que je propose pour la fin de l'année avec septembre, octobre, novembre, décembre. Et là déjà, je sentais bien que c'était dur, c'était très, 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 très dur. Le 8 au matin, je n'ai pas réussi à me lever. Mon dos m'a fait une douleur, mais je ne sais pas. J'avais l'impression d'avoir comme des contractions. Et moi qui ai déjà fait des coliques néphrétiques, c'est un petit peu ce que je ressentais, vraiment, comme douleur. Mon mari m'emmène chez le médecin. Bon, bah ok, c'est une lombalgie. Bon, bah ok, c'est une lombalgie. Ça va durer 3 jours. Et dans 3 jours, je suis repartie. Et non, dans 3 jours, je ne suis pas repartie parce que les douleurs de l'endométriose se sont mises en cumul avec les douleurs de la lombalgie. Ah ben j'ai dit là par contre ça va pas être drôle du tout parce que je sais que je vais souffrir. Et le 16 septembre, ben vous voyez, ça fait pile un an aujourd'hui. Ouais, pile un an aujourd'hui, mon mari me retrouve par terre et je lui dis je suis en train d'accoucher. Alors il me dit ma chérie, c'est pas Ah, possible. c'était vraiment cette sensation-là, quoi. Ah oui, je lui dis je te jure, je suis en train d'accoucher. Eh ben, il me dit, écoute, je vais appeler ton médecin. Il appelle mon médecin lui dit d'appeler le SAMU est venu me chercher, ils ont mis 3 quarts d'heure avant de pouvoir me mettre dans le brancard tellement je hurlais de douleur. Donc je suis arrivée aux urgences, ils m'ont sédatée tout de suite et de là est ressortie une hernie discale. Donc j'étais pas en train d'accoucher au sens propre du terme d'un petit bébé, mais bah, de tout ce que j'ai pas voulu entendre depuis des années et des années et des années. Et pendant 15 jours, j'ai quasiment été hospitalisée, bah, ouais, 3 fois, 4 fois, peut-être quelque chose comme ça, parce que j'étais encore dans le déni. Et du coup, J'étais encore. c'était les douleurs physiques du corps? Tu as l'impression de s'être pris un mur? C'était comment tu Non, là, pour le moment, c'était que des douleurs physiques parce qu'on n'avait pas diagnostiqué le burn-out. Et je retourne une énième fois chez le médecin et ma meilleure amie m'y emmène et là, je m'accroche à son cou. Elle est plus grande que moi. Et je lui dis, écoute, laisse-moi tomber par terre parce que j'ai les jambes, je suis en train de me liquéfier là. Et il y avait la secrétaire à côté et elle dit, bah, écoutez, je vais chercher un coussin pour la réceptionner. Et là, en fait, je me vois vraiment mais tomber comme un plomb au fond de l'eau. Et dans ma tête, ça s'éteint. Ça s'éteint. Et là, elle va chercher le médecin. Et là, du coup, je sens la main de mon médecin sur la joue qui me dit, ben, ça y est, Cécile, on y est. Le burn-out, il est là. Et ça s'est fait dans la douleur. Ben, j'ai accouché de ce burn-out, en fait. Voilà, ça a vraiment été ça. Donc, je rentre à la maison, mais j'étais plus dans le déni, en fait, parce que je n'avais plus la force de rien. Et de toute façon, mon corps avait décidé qu'il serait tu plus avais déjà fort que tout. parlé? Mmh. Donc, il a été plus fort que tout. J'ai été hospitalisée quasiment 9 fois en un an. J'ai été opérée de mon endométriose. Ça aussi, ça a été une étape, ça a été compliqué, puisque du coup, on m'a tout retiré. Donc, hystérectomie vraiment totale. Mais j'étais plus dans le déni. Donc, déjà, ça m'a permis d'avancer. J'ai passé 2 mois et demi en mode léthargie, on va dire, sur mon fauteuil, en pyjama, à regarder ce qui se passait dehors. C'est la seule chose que j'étais capable de faire. Je pleurais beaucoup, je dormais quasiment 18 heures par jour parce que j'avais une telle dette de sommeil il fallait que je me répare, il fallait que je compense. Et je me suis dit, ah bah c'est bon, allez, dans 6 mois, je suis tirée d'affaires. Je venais de lire un livre sur le burn-out. Il faut que j'ai une vie saine, que je mange à des heures régulières et de façon équilibrée. Il faut que je dorme. Oui, bah c'est bon, dans 6 mois, c'est terminé. Donc il y avait encore le côté exigence. Il manquait encore la douceur, hein, un petit peu de il faut que je Ah. prenne mon temps et que ouais. Donc, bon, ben, je me suis bien rendu compte que c'était pas ce qu'il allait falloir faire. Donc, j'ai fait 5 semaines de clinique psychiatrique.
Alors, je démystifie hein, parce qu'on a tendance à penser qu'on est habillé tout en blanc, perfusé, avec la bave au coin des lèvres, complètement sédaté. Non, c'est absolument pas ça du tout. Ou si c'est ça, fuyez. Ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit vraiment pour venir vous reposer. Mais j'ai dû en passer par là pour vraiment couper, en fait. Couper aussi avec le quotidien. Encore plus couper avec les instituts, parce que de toute façon, je n'avais pas de nouvelles, quasiment pas de nouvelles de mes collaboratrices et je n'en voulais pas. Et c'est mon mari qui assumait les réunions, qui passait les commandes. De ce côté-là, lui, il était OK, donc pas de souci. Mais c'était impensable pour moi de mettre les pieds dedans ou de continuer d'avoir un quelconque lien. C'était pas possible. C'était pas possible et il m'a fallu quasiment 6 mois, 7 mois pour pouvoir remettre le pied dans mes centres. Donc, ça a été très salvateur pour mes collaboratrices parce que bah, elles ont pu me voir, parce qu'elles ne savaient plus, entre guillemets, trop à quoi je ressemblais, comment j'étais. Mais moi, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très, très mal parce que c'est comme si enfin, ces endroits-là ne m'appartenaient plus, en fait. C'était trop grand, c'était trop, trop, trop. Tout était trop, en fait. Et de là, j'ai pris conscience que oui, je comprends pourquoi j'ai complètement, complètement pété les plombs et pourquoi j'ai, entre guillemets, un peu délaissé ma famille au détriment de... Enfin, j'ai compris, en fait. J'ai compris. Il aura fallu que j'en passe par là pour vraiment comprendre. Et aujourd'hui, je suis cette joyeuse Desperate Housewives euh, avec mes enfants, mais je sais que le chemin, il est encore long. Il est encore long parce que j'ai encore beaucoup de crises d'angoisse. Quand mon mari me parle de quelque chose qui se passe dans un des instituts, du coup, ça génère tout de suite comme un petit haut le cœur chez moi, alors que non, ça va juste être un détail sur une commande, voilà. Mais aujourd'hui, je suis loin de tout ça et je n'y aspire plus. Et mon téléphone, qui était greffé à ma main quasiment H24, là, je l'ai rallumé ce matin, mais ça faisait 48 heures qu'il avait plus de batterie. Et c'était pas grave. Franchement, c'était pas grave du tout. Parce que j'ai des procédures d'urgence dans chacun de mes centres. S'il y a le feu, c'est pas moi qu'il faut appeler en premier. C'est une expérience qui est très douloureuse à vivre. Et le vrai burn-out, il faut ouais, 2 à 3 ans avant de réussir à s'en sortir, à se reconstruire, parce que il faut déjà analyser et observer vraiment ce qui vous met en défaut, ce qui vous met en difficulté, pour pouvoir après venir consolider, construire, vous faire du bien, vous cajoler et surtout mettre des rituels en place. Parce qu'on met en place dans nos instituts ou dans nos centres de beauté, enfin, des rituels auprès de nos clientes, auprès de nos collaboratrices, euh, pour la bonne marche de l'entreprise. Bah, aujourd'hui, bah, en fait, vous êtes une petite entreprise, en fait. Il faut prendre soin de vous. Donc, après, j'ai la chance d'avoir eu une superbe équipe médicale qui m'a énormément soutenue, qui m'a énormément encouragée, parce qu'au départ, vous avez énormément de monde autour de vous. Parce que qui dit burn-out dit tentative de suicide et idée suicidaire. Donc ça aussi, c'est très compliqué à gérer. Parce que vous savez que la douleur physique, un jour ou l'autre, elle partira avec des médicaments, avec le temps, avec tout ça. Mais la douleur psychologique, elle est tellement, mais énorme, parce que vous êtes rongé par tout, en fait. La fatigue, la culpabilité, le pourquoi, le c'est pas juste, le pourquoi moi. Et là-haut, il fait tellement tout noir que vous avez qu'une seule envie, enfin, c'est de passer de l'autre côté. Et les moments de lucidité que j'avais, j'en profitais pour mettre beaucoup de photos de mes enfants dans la maison pour me dire, mais Cécile, tu peux pas laisser tes enfants tout seuls pour un mauvais moment que tu es en train de traverser. Je me suis vraiment raccrochée à ça, mais c'est De prendre ce extrêmement... recul, quoi, parce que c'est vrai que sur le moment, on voit les choses tellement noires que prendre le recul, c'est pas évident, quoi. Non, c'est très, 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 très dur. Et mon mari qui a été
Ouais, il a été top. Enfin, il a juste été magique lui aussi parce que il a repris à bras le corps mes deux instituts alors que il le savait. Enfin, on est associés tous les deux, mais je veux dire, il n'est pas du tout du métier. Et ben, il s'est dit, ben non, enfin, voilà, je vais. Alors, du coup, vous dites, ben oui, mais alors, attendez, si moi je suis en burn-out, que lui, il en fait un aussi. Bon, après, voilà, la charge de travail n'était pas la même. Et de là où on se dit que c'est vraiment important, c'est de structurer son entreprise en mettant des managers, en mettant des référentes cabines. Parce que mon dernier centre, moi, qui est très, très grand, qui nous a valu un award de l'année dernière, qui m'a fait ni chaud ni froid, tellement j'étais déjà pas bien à ce moment-là, mais qui a rendu mes équipes très fières et mon mari très fier, donc c'est le principal. C'est que du coup, on a fait un concept entièrement dédié à la femme, avec une partie prêt-à-porter et une partie institut de beauté, pour que vraiment on ait ce temple pour pouvoir prendre soin d'elle. Donc c'est quand même très paradoxal quand le capitaine du navire s'écroule parce qu'elle a été incapable de prendre soin d'elle, quoi. Mais c'est pas rare du tout. En même temps, je pense que dans tous les métiers, au début, je disais où on fait don de soi, où on aide les Mm. autres, on fait pas ça pour rien. On fait pas Non, ça pour rien de par notre éducation, de par nos croyances, de par notre famille, on fait pas ça pour rien. Et, et on a tendance effectivement à s'oublier parce que notre valeur, on ne va pas la mettre comme ce qu'on dit à nos clients, prenez soin de vous, c'est important, vous êtes importante, etc. C'est difficile parfois à l'appliquer parce que même nous, on donne en fait à longueur de temps. Et c'est un vrai, encore une fois, pour moi, je vois ça vraiment comme un travail de développer l'amour pour soi, par exemple, de développer l'estime de soi, la confiance, etc. C'est quelque chose qui est pas inné, malheureusement, et qui peut s'apprendre, et qui peut tout à fait s'apprendre, euh, mais qu'il faut travailler. Et c'est jamais acquis non plus. C'est par palier. Des fois, on va dire c'est bon. Des fois, on est là, non, il faut repartir à zéro et apprendre la même leçon. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment, pour moi, porter de l'attention et se donner du temps. Et se donner du temps. c'est primordial et il faut sortir aussi de ce côté très sociétal on est chef d'entreprise, donc on doit travailler 50 heures par semaine, on doit ne pas avoir de vie, on doit avoir des cernes obligatoirement, on doit mal se nourrir. Eh bien, non, non, non. Une chef d'entreprise, elle peut très bien faire, bon, allez, peut-être pas 35 heures, mais au moins 42 heures. C'est déjà, je trouve, une semaine qui est quand même plutôt pas mal, tout compris, donc c'est-à-dire son administratif compris aussi. Elle a le droit de s'alimenter correctement en ayant au minimum 30 minutes de pause le midi pour déjeuner. Elle a le droit d'avoir une activité, du sport, de la marche, enfin bref, quelque chose qui lui fait du bien et dans lequel elle se ressource. Elle a le droit d'avoir un samedi, elle a le droit d'avoir ses mercredis pour ses enfants. Maintenant, il faut arrêter parce que Madame Trucmuche, si demain elle décide de plus venir, elle ne donnera pas d'explication à l'esthéticienne qui pourtant sera restée jusqu'à 19h30 pour la dépanner, pour lui faire ses jambes entières. Non, mais en plus des jambes entières qui sont facturées aujourd'hui, quoi, 30, 35 € TTC. Non, mais qu'est-ce qu'elle aura gagné? Oui, elle aura rendu service. Oui, elle sera passée pour la. Oh, bah, qu'est-ce qu'elle est gentille, ma petite esthéticienne. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit à mes collaboratrices. Je m'en fous qu'on vous. Enfin, si, que vous soyez gentille, évidemment. Mais je préfère entendre que vous soyez compétente et professionnelle que gentille. Mais oui, c'est pas Pas la ça, même chose. on peut croire que sur le coup, ça nous nourrit. Ah, vous êtes mon esthéticienne préférée, il n'y a que vous qui pouvez toucher mon visage. Est-ce que vous êtes dispo samedi à 7h30? Bon, voilà quoi, tout ça, Voilà. je pense Mais vous on avez. l'a quasiment Non, tout entendu, non. hein. Parce que vous Et avez quoi? Vous avez loupé le réveil de vos enfants, vous avez loupé le petit déjeuner, et tous ces moments-là, c'est des moments que vous rattraperez pas. Et c'est pareil avec votre conjoint, votre mari, bref, c'est des moments que vous aurez plus en fait, parce que lui, il va aussi prendre l'habitude de plus prendre son petit déj avec vous. Il va prendre aussi ses habitudes tout seul. Donc, enfin, et c'est là où c'est dangereux, parce qu'il faut aussi après arriver à se rematcher et à se reconnecter. Donc, et c'est des moments, bah non, en fait. Bah non. Mais c'est intéressant, c'est aussi effectivement, car tu disais au niveau sociétal, c'est vraiment ça pour moi. Je vois hein, vraiment que on va placer l'entrepreneuriat sur un piédestal, Mm. vraiment comme si
notre entreprise qu'on crée, on va parfois l'appeler notre bébé. Moi, je sais que j'évite d'utiliser ce terme-là parce que pour moi, un bébé et une vie humaine, c'est pas la même chose qu'une entreprise. Mais, euh, mais que vraiment, il est censé nous épanouir à notre maximum. Il est censé nous apporter euh, voilà, un épanouissement, un bonheur, une reconnaissance sociale, nous permettre de payer nos factures, etc. Et que du coup, pour arriver à ça, eh ben, on est capable de sacrifier plein de choses. Comme c'est censé être tellement haut, en fait, eh ben, on va Mm, pouvoir sacrifier notre temps, notre vie de couple, pourquoi pas, notre santé, notre temps libre et nos autres choses, parce que finalement, on veut atteindre ce bonheur ultime ou cette reconnaissance sociale ultime qu'on nous vend en fait avec le fait d'avoir sa propre entreprise. Et c'est super important justement de prendre encore une fois du recul là-dessus et pour se rendre compte que notre entreprise, c'est entre guillemets qu'une entreprise et que notre vie et notre épanouissement, il peut se trouver, mais dans mille autres choses, justement dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans nos loisirs, dans nos amis, etc. Et d'avoir cet équilibre-là et de nourrir cet équilibre-là aussi. C'est hyper, hyper, hyper important. Mais voilà, moi, il aura fallu que je chute, que je fasse un énorme burn-out pour pouvoir m'en rendre compte. Mais je voulais les dernières technologies, je voulais les derniers ci, je voulais les derniers ça. Donc, il fallait que je travaille encore plus pour pouvoir y aller. Et quand je suis tombée, quand j'ai fait ma chute au moment de mon burn-out, rare, très rare, sont les commerciaux ou les relations professionnelles qui m'ont soutenu. Donc là, je me dis, alors attends, là, ma Cécile, là, il y a quand même un truc qui va pas. Ok, bon, et ben en fait, je me dis, ben non, des gens que je pensais être vraiment, enfin, une vraie relation, en fait, c'était que du pur business et il n'y avait rien d'autre derrière. Alors qu'à l'inverse, un an après, je sais qui est là pour moi. Je sais qui m'envoie des petits mails sympas. Je dis, c'est pas toutes les semaines, mais ne serait-ce qu'une fois par mois, je me dis, OK, eh ben, ces gens-là, je sais que je continuerai de travailler avec eux parce qu'il y a des valeurs humaines. Mais c'est dans ces moments-là que vous vous rendez vraiment compte, aussi bien dans l'entourage professionnel que dans l'entourage, on va dire, personnel. Le tri, il s'est fait de façon très naturelle parce que les maladies psychiatriques, tout de suite, ça effraie parce que c'est pas palpable, ça ne se voit pas, c'est pas comme une jambe cassée où là c'est Parce qu'on ne peut factuel. pas le voir aussi, on ne peut pas le voir. Et là, ben voilà, ça se voit pas. Et oh là là, pour un peu que ce soit contagieux, oh ben non, puis si on la voit et qu'elle se met à pleurer, eh ben oui, eh ben moi j'ai des amis, elles m'ont tenu la main où j'ai pleuré sur leur épaule pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Quand j'ai commencé à vouloir revoir du monde, ce qui m'a fallu à peu près 6 mois. Pendant 6 mois, je n'ai voulu voir personne. Je voulais être dans mon cocon, dans ma bulle, besoin d'analyser. Vous savez, dans ma tête, c'est comme si on avait fait exploser le cockpit d'une navette spatiale. En fait, il faisait tout noir, il y avait de la fumée, il y avait deux, trois boutons qui clignotaient. Ben, c'était ma fonction respiratoire et celle pour m'alimenter. Le reste, il n'existait plus rien du tout. Mais vraiment, plus rien. Ça a été, je souhaite vraiment à personne de le vivre parce que c'est très douloureux physiquement, c'est très douloureux mentalement. Euh, mais au bout d'un an, là, je suis pas arrivée là où j'aurais voulu être parce que ben, toujours cet esprit un peu de compétition, de challenge, même s'il a quand même diminué de 80%. Mais je sais que le chemin, ouais, il va être encore long. J'ai encore une bonne année devant moi pour maintenant bah, me construire euh, pour pas que ça revienne, savoir où sont mes limites, les connaître et continuer de garder mes rituels que j'ai mis en place parce que du coup, j'en ai mis en place et ils sont devenus vitaux pour moi. Donc, je veux vraiment les garder et voir comment je peux articuler une vie professionnelle autour de ça. Et si je reprends que 15 heures ou 20 heures, bah, c'est pas grave. Puis celui qui me critique, bah, je lui dirais passe par un burn-out. Si j'ai fait un burn-out, Ça même c'est pas à te justifier. Dans tous les cas, tu as envie de travailler 15 à 20 heures, tu travailles 15... t'as rien à justifier du tout.
Ah, Et, il y a encore du travail là-dessus. et du coup, tes rituels, ils ressemblent à quoi? C'est des rituels, je sais pas, du matin, du soir? C'est des choses que tu dis dans ta journée, il faut que tu fasses ça. Ça ressemble à quoi si tu as si t'as envie de le partager, hein, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Alors, c'est rien d'extraordinaire, hein, mais c'est surtout que je m'astreins vraiment à des horaires. Le soir à 21h30, je suis couchée pour vraiment me permettre d'avoir une nuit de sommeil assez complète. À 7h, je suis levée et je me prépare avant mes enfants. Ce qui fait que quand je vais les réveiller, je suis vraiment que pour eux. Présente. Ouais. Voilà. Je suis vraiment que pour eux, donc ça c'est plutôt chouette. Après, je fais une demi-heure de sport, donc j'ai une machine de sport à la maison et du coup, voilà, pendant une demi-heure. Après, j'étends mes petites machines à laver, voilà. Si j'ai besoin de répondre à des mails, j'y réponds à ce moment-là. Mais t'as S'il pas y a des... regardé ton téléphone avant, t'as pas, voilà, t'as mis tout ça de côté avant pour pas regarder parce qu'on est tellement à le faire, je sais pas, première chose dans son lit. Ah, est-ce que j'ai des Ah, mails? mais Non, pas du tout. ça peut attendre la fin des rituels du matin. Ah oui, non. Je regarde mes mails. Si vraiment il y a des choses où mon mari me dit, tiens, les filles ont besoin de commandes ou autre, ok, là, je vais pouvoir les passer. Et le soir, avant de m'endormir, par contre, j'ai un cahier euh, où du coup, j'écris tout ce que j'ai trouvé de négatif dans ma journée. Donc, les émotions que j'ai pu ressentir, les choses qui m'auront tracassée, tout ça, je l'écris. Voilà. Je termine par tout ce qui a été positif dans ma journée. Pareil, les émotions que j'ai pu ressentir de positives, ce que j'ai fait, donc pour que ça me valorise aussi, pour terminer aussi sur une note positive. Et je note aussi ce que j'ai en mon intention pour le lendemain. Voilà, demain, j'ai l'intention de. Eh bien, ça m'aide, ça me donne une impulsion, ça m'aide beaucoup. Et comme je suis en train j'ai quasiment beaucoup écrit depuis mon burn-out, je suis en train de mettre tout ça en condensé aussi pour que mon premier livre sorte, parce que j'aimerais vraiment qu'il leur ressorte quelque chose de tout ça, parce que j'ai eu un parcours qui n'a pas forcément été facile au niveau de l'adolescence jusqu'aujourd'hui, le burn-out, parce que prendre la décision d'aller en clinique psychiatrique, c'est quand même pas facile quand vous êtes maman de deux jeunes enfants. Voilà, c'est tout un chevêtrement, mais vraiment pour que ce soit aussi un bon message d'espoir et que ça serve, que ça me serve à moi, certes, que ce soit thérapeutique, Mhm. mais que ça serve aussi aux autres. Et ce sera aussi pour moi une façon de remercier tous les gens qui m'ont soutenue et tous ceux, alors je ne peux pas tous les citer, mais tous ceux vraiment qui m'ont soutenue, qui continuent de croire en moi. Et ouais, ce serait une belle façon de les remercier que de condenser tout ça dans un livre et même pour que plus tard, il y ait une trace pour mes enfants. Pour qu'ils comprennent aussi, je sais pas quel âge ils ont aujourd'hui, mais ouais, 5 ans et 8 ans, ils ont. Donc, ils sont ouais, pas bien vieux, mes petits chouchous. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je voulais parler des 7 étapes du burn-out. Est-ce que tu peux les expliquer rapidement, du coup, voilà, comment ça marche? Alors, au départ, vous avez cette gestation dont je vous parlais, qui se fait sur plusieurs années, l'accumulation de stress, l'accumulation vraiment d'événements, de beaucoup de choses, et le fait que vous ne trouviez plus d'équilibre vie pro, vie perso. Après, vous avez l'accouchement de ce burn-out qui, en général, dure 2, 3 semaines quand on n'a pas envie de s'écouter jusqu'à la chute. Parce que la chute, c'est vraiment, voilà, comme je disais Voilà. tout à l'heure, enfin, vous tombez dans le fond de l'eau comme un plomb. Après, vous avez cette phase de décompression où vous dormez énormément. Vous n'avez envie de rien. On va dire le seul effort de votre journée, ce sera de prendre votre douche et de vous remettre dans un nouveau pyjama tout propre. Mais ça va être vraiment votre étape de décompression. Après, vous allez avoir la phase de récupération, où là, vous allez commencer à vous dire, OK, là, je viens d'atterrir, je viens de comprendre ce qui m'arrivait, il va falloir enfin, comment dire, que je puisse me faire mes armes et que je puisse me faire justement des rituels pour arriver dans cette phase de reconstruction. Parce que la reconstruction, c'est la phase la plus longue, on va dire, et la plus fastidieuse, parce que c'est une phase où vous êtes encore très fragile.
où vous savez que la moindre petite pichenette peut vous faire tomber. C'est Et l'importance après, des rituels, j'imagine. Comme ça, quand on ne sait pas quoi ah, faire, on suit le ah rituel qu'on a déjà mis en place pour que ça structure et puis que ça s'ancre de plus en plus, quoi. bah, quand vous avez une crise d'angoisse qui arrive, c'est OK, elle arrive, cette crise d'angoisse, qu'est-ce que j'en fais? Au départ, vous allez la vivre à fond, ça va être terrible, ou à l'inverse, vous allez complètement la renfermer. Mais non, vous avez une crise d'angoisse qui arrive, j'en ai encore aujourd'hui. OK, ben, je la laisse arriver et qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la chaleur dans mon ventre? Est-ce que ça me fait une boule? Est-ce que j'ai mal à la tête? Et du coup, si je la laisse s'exprimer, si je la laisse exister, cette angoisse, bah, elle va redescendre toute seule. Comme une Et vague. après, ben, je vais me dorloter un petit peu. Soit je vais prendre une bonne douche chaude, soit je vais me faire du thé, soit je mange un petit gâteau. Enfin, mais vraiment pour, OK, j'ai eu cette crise d'angoisse et d'analyser aussi pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à ce moment-là? Est-ce que on vous a dit quelque chose qui vous a tracassé? Est-ce que vous avez voilà, regardé ou fait quelque chose qui fait que ça l'a nourri? Et c'est là, en fait, la reconstruction, elle passe aussi par là. C'est vraiment d'aller chercher, vraiment d'aller analyser Parce tout que ça ce vient qui est toucher. source Mm. d'angoisse pour vous et de les écarter. C'est voilà, comme là, mon téléphone, honnêtement, je n'ai pas mis les pieds sur les réseaux sociaux depuis un an. Mais qu'est-ce que je vis bien? Je pense que la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner pour autant. J'ai arrêté de regarder les informations. Alors, ça peut paraître un acte très égoïste, mais malheureusement, tout ce qui se passe à la télé, tout ce qu'on veut bien nous raconter, je n'y peux rien. Moi, à mon petit niveau, je ne peux rien faire. Donc, aller m'abasourdir de choses qui sont hyper dures à Anxiogène. entendre, Mm, bien sûr. Mhm. anxiogènes, bah, en fait, j'en vois pas l'intérêt. J'en vois pas l'intérêt du tout. Une fois que vous avez analysé tout ça, que vous avez réussi à mettre vos rituels en place, que vous dites là, ça y est, c'est bon, arrive à vous la nouvelle vie. Et alors moi, je sais que je suis entre les deux et je suis passée par l'étape, c'est idiot à dire, mais coiffeur, où j'ai eu besoin de couper mes cheveux tout court. Parce que Coco Chanel, qui est une femme que j'aimais beaucoup, disait toujours, une femme qui se coupe les cheveux, c'est une femme qui change de vie. Donc, Exactement. Eh ben moi, pour info, je me suis rasé les cheveux il y a 2 ans, aussi suite à une époque compliquée. Et pour moi, ça avait vraiment été, je sais pas si toi tu l'as vécu comme ça, il y avait le côté renouveau, mais il y avait oui, aussi le côté, bah, j'enlève ma féminité, parce que les cheveux, c'est quand même vachement lié à la féminité, et je me mets à nu. Et en gros, c'était prenez-moi comme je suis. Et, euh, et c'était très fort pour moi, c'était un peu courageux aussi. C'était très ouais, fort de sens. Et puis, je l'avais dit à personne sur le coup, donc c'était aussi voir les regards des autres, de mes proches, des clientes aussi, des personnes qui m'ont vu sur les réseaux, qui me suivent, etc. Et me dire, bah voilà, c'est moi. Et so what? Et maintenant, on fait quoi? Et repartir avec ce naturel, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est fort, effectivement, comme tu dis, la Coco Chanel l'avait dit, mais on le ressent à différentes étapes de notre vie, Ok, et puis en plus, on dit que les cheveux sont attachés à la mémoire aussi, à nos émotions, à nos souvenirs, etc. Donc, poup, parfois, il faut laisser ça. partir. Mais ouais. Donc, mais rien que ça, j'aimerais savoir, je serais curieuse de savoir, une gérante, elle va combien de fois par an chez le coiffeur, combien de fois par an elle va se faire masser, combien de fois par an elle fait un truc vraiment pour elle, et est-ce que pendant ses vacances, elle a son téléphone? Parce que ça, moi j'appelais ça les vacances travail. Le matin, je travaille et l'après-midi, je suis en vacances. Oui, en fait, c'est pas du tout des vacances. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et il y a des choses qui, mais je me dis avec du recul, mais mon Dieu, mais quel temps et quelle énergie de perdu, alors que si ou ça, ça n'a servi à rien. Même si aujourd'hui, attention, je n'occulte pas du tout le fait qu'on soit dans une période compliquée pour recruter des collaboratrices. On est voilà, un petit peu dans une tension politico-économique qui peut s'avérer aussi difficile. Mais sincèrement, il y a des solutions à tout. Mais il faut juste se décoller le nez du papier peint, se faire suivre, se faire coacher. C'est franchement hyper important. Et prendre 2 vraies journées de congé consécutives. Mais ça, c'est vital en fait. C'est vital. C'est avoir un chien, allez vous balader en forêt une demi-heure. Enfin, voilà.
allez marcher. Vous êtes stressé, vous allez marcher. Vous avez un truc qui vous prend la tête, vous allez marcher. Mais rien que ça, aérez-vous, aérez-vous, aérez-vous. Combien de kilos vous avez pris ou perdu en un an? Parce que justement, vous mangez mal ou parce que justement, vous êtes trop stressé. Mais à vous malmener comme ça, enfin, bon, comme il paraît qu'on va travailler un petit peu plus tard. En plus, en plus, que oui, c'est voilà, il faut prendre soin de notre corps, de notre véhicule, de notre esprit. Si on ne fait pas attention maintenant, ça va être compliqué. Alors, c'est sûr que oui, on peut se dire, ah bah, c'est facile de dire ça avec du recul, mais non, je vous assure, mesdames, que le burn-out, le vrai de vrai, c'est une expérience qui est terrible. Et le plus dur, ça a vraiment été les idées noires. Et moi, je sais que j'avais programmé mon suicide. Il était programmé, je savais que je me coifferais bien sur cette journée-là. J'aurais fait l'effort de m'habiller pour pas que mon mari ait à faire l'effort de me trouver des vêtements dans mon placard. J'avais écrit une lettre à mon mari, j'étais en train d'écrire à mes enfants aussi. Et voilà, et à un moment donné, vous avez cette espèce de lucidité où vous dites, mais non, mais non, mais non, mais non, Cécile, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, tu sais pas quand, tu sais pas comment, mais accroche-toi à tes enfants et tu ne peux pas laisser tes enfants sans maman. C'est pas possible. Alors on pourrait dire, oui, elle est vache, elle parle pas de son mari. Oui, mais mon mari, il a 50 ans, il aurait refait sa vie. Mais mes petits loulous, ils n'auraient pas retrouvé une deuxième maman. Et je me souviens qu'un jour, j'avais demandé à ma kiné, qui était là pour ma hernie discale, je lui avais dit, Camille, s'il te plaît, reste un peu avec moi parce que, en fait, j'ai prévu de me suicider et j'ai très peur de rester toute seule parce que je ne sais pas ce qui va me passer par la tête. Et je ne sais pas ce qui m'a été envoyé de là-haut ou du fond de mon cœur ou j'en sais rien, mais d'avoir eu le courage de lui en parler et d'attendre que mon mari arrive pour lui dire, bah là, occupe-toi de Cécile, reste avec elle parce que ça ne va pas. Et là, mon mari a appelé mon médecin en me disant, ben non, là, c'est des événements qui sont trop importants. Ah oui, à gérer aussi pour la famille, pour lui. Et Mm, mm. puis, oui, ce côté de détresse où on a l'impression aussi que Ah bah, oui. on sait pas comment aider, on sait pas. Ouais, Ouais. c'est une certaine puissance en fait face à la détresse d'un proche. C'est Mais après, de tout ça, il en ressort quand même que ben, je ne suis pas indispensable parce que mon centre, il tourne, mon deuxième aussi. Alors, ben, tu vas voir cette primeur, du coup, c'est que nous l'avons vendu. Ça s'est fait la semaine dernière et c'est très bien parce que voilà, multicentre, c'est aussi multi-soucis. Donc là, on a vendu un de nos centres. Il va nous en rester plus qu'un déjà pour bien se recentrer. Mais je ne suis pas indispensable. Et mon entreprise, j'avais tout un classeur de procédures pour bien mettre les choses en route, bien mettre les choses en place, qui avait été mis en place l'année d'avant. Déjà, rien que ça, c'est une belle Bible. Donc honnêtement, faites des procédures dans vos entreprises. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper indispensable. Et comme le fait que mon mari y allait régulièrement, bah, chacune a réussi à trouver une place différemment. Ça permet aussi aux collaboratrices de se sentir davantage valorisées. Ça permet de voir aussi lesquelles tiennent vraiment la route, parce que moi, elles auraient pu partir et au contraire, elles ont été plus soudées que jamais et plus soutenantes que jamais avec nous. Et pour ça, j'ai une chance incroyable, mais je ne suis pas indispensable. L'entreprise, elle a tourné sans moi. Alors oui, les choses n'étaient pas faites comme moi, j'aurais voulu qu'elles soient faites. Mais dans le fond, c'est pas très grave, hein. C'est pas très, très grave. Le principal, c'est qu'elles aient été faites. Et encore une fois, ça a valorisé mes collaboratrices parce que du coup, elles ont vu ça avec leur œil à elles, euh, avec leur pratique, leur expérience, leurs clientes. Parce elles ont qu'étant pu donné que moi, s'investir, elles ont eu des libertés, ouais, c'est sûr. donc, en fait, il y a quand même des choses positives qui en ressortent. Et ça, voilà, moi, je sais que je le note dans mon petit cahier le soir parce que c'est important de, voilà, même des journées qui peuvent paraître anodines ou c'est compliqué de se dire, ah ben non, en fait, il y a quand même eu des choses positives dans la journée, aussi petites soient-elles, mais quand même, il y a eu quelque chose. Et Et ça, c'est vrai que c'est ce hyper sentiment important. d'être indispensable, c'est fort. C'est fort aussi de, OK, ça peut pas marcher sans moi. C'est le sens en fait qu'on donne à notre vie aussi. Je sers à ça, je suis utile, je me sens utile. Et ça nourrit de se sentir utile d'un côté. Alors, oui, là-dessus, je te rejoins complètement, mais pour moi, c'est une position de mal-être.
Oui, oui, c'est Parce ça, que c'est qu'est-ce comme qu'on vient remplir aussi? voilà, Est-ce que ça doit voilà. vraiment venir de là ou est-ce que ça peut pas venir d'autre chose? Bien sûr. Comme tu disais tout à l'heure, voilà, oh là là, bah, mon institut ou mon entreprise, c'est mon bébé. Bah non, en fait, mes bébés, moi, ils sont sortis de mon ventre, ils s'appellent un tel et un tel. Ça, c'est mes bébés. Ça, c'est, oui, mon entreprise, elle me fait vivre, elle me permet de payer mes factures, elle me permet de faire partie d'un tissu économique, d'être le poumon, de faire partie du poumon de ma commune ou de ma ville, de créer des emplois. Et si demain ça s'arrête, bah, la Terre, elle continuera de tourner. C'est pas Et tes grave. bébés, ils seront toujours là. Mmh. Et mes bébés seront toujours là. Oui. Voilà, eux, c'est mes bébés. Mais sauf que mes bébés, un jour, bah, ils auront 20 ans et quitteront le nid. Et bah, là, non. Moi, là, je me nourris de, même si des fois, oui, c'est épuisant parce que je suis encore très fatiguée. Des fois, c'est épuisant de les avoir et en mode sursollicitation. Mais il n'y a pas longtemps, à tous les deux, je leur ai demandé, est-ce que vous êtes content que maman, elle travaillait plus au magasin et que du coup, elle soit à la maison? Ah bah ouais, maman, c'est trop génial, hein. Tu m'étonnes. Euh, voilà. Et prenez des prévoyances. Ah là 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 là. Si j'avais pas eu de prévoyance, mais enfin, j'aurais pas pu tenir pendant mon arrêt maladie. Ça, c'est des choses à voir avec son comptable ou avec sa banque, mais c'est des choses qui sont hyper importantes parce qu'on se dit toujours, oh là là, mais non, il m'arrivera jamais rien. Mais si, parce que même une simple jambe cassée ou autre, bah, vous êtes bien contente d'avoir des prévoyances qui sont mises en route parce que c'est quand même assez confortable. On va pas se mentir. Alors oui, je vais retourner travailler un jour. Quand, comment, je sais pas. Mais certainement pas de la même façon que ce que j'ai pu faire. Et ce sera vraiment en mi-temps thérapeutique au départ ou je sais pas, mais c'est pas tout de suite en tout cas. Mais voilà, ça me fait montrer que je ne suis pas indispensable et que vous non plus, malheureusement, vous n'êtes pas indispensable. Si- Malheureusement ou pas, parce que c'est libérateur aussi. Ah, en fait, je suis pas indispensable. Finalement, je peux faire ce que je veux et c'est OK. C'est mais voilà, libérateur aussi. pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire une journée, je vais chez le coiffeur et après je vais faire du shopping? Ben, ben si, en fait, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire. Et qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui? La culpabilité, d'accord? La culpabilité de quoi? Ah là là, cette sacrée culpabilité. C'est ce qui nous fait rester devant notre ordi jusqu'à super tard, plus tard que n'importe quelle mission qu'on a à faire, en vrai. Ça. Et Marie qui un jour appellera sa secrétaire ma chérie parce que vous serez plus là. Non, enfin, j'extrapole, mais c'est ça aussi. Enfin, euh, combien de gérantes aujourd'hui sont 100% épanouies dans leur couple? Parce que forcément, ça crée des tensions. Quand on n'est pas souvent à la maison, quand on ne s'octroie pas de week-end, quand on ne s'octroie pas de week-end à deux, à trois, à quatre en famille, suivant le nombre d'enfants qu'on a. Enfin, c'est compliqué parce que ça aussi, après, c'est à reconstruire. Donc, mais voilà, le burn-out est une expérience très destructrice. Et justement, aujourd'hui, comment tu te sens ou qu'est-ce qu'il y a tu as déjà partagé pas mal de choses, en fait, hein, mais comment tu te sens par rapport à ton approche de la vie, si tu devais le résumer en quelques phrases? Hem, j'ai pas envie Comment de je dire me une sens? leçon, parce que c'est pas vraiment une leçon, mais Encore un peu fragile, mmh. voilà. Encore un peu fragile, mais détachée de beaucoup de choses. Ouais, détachée de beaucoup de choses, vraiment. Des choses qui me paraissaient indispensables et vitales il y a un an, aujourd'hui, plus du tout. Non. Aujourd'hui, j'ai besoin de me recentrer sur moi, sans devenir égoïste, mais j'ai aussi besoin de continuer d'aider les autres, mais différemment. Bah, la preuve en est avec ce qu'on est en train de faire en ce moment, où j'espère très sincèrement que voilà, ça pourra aider certaines. Et s'il y a d'autres questions, je serais ravie d'y répondre. Mais non, aujourd'hui, ouais, non, non, je suis encore fragile, donc je fais attention. Je fais très attention. Donc, j'ai un traitement qui est stabilisé. Mais je fais très attention quand même. Ouais, Ah oui, bon, bah, encore une fois, prendre le temps de toute façon et apporter un peu de douceur autant qu'on peut. c'est Heu, ça. mmh. C'est ça, c'est ça. Et bah, pour terminer, qu'est-ce que toi tu conseillerais aux esthéticiennes qui vont écouter ce podcast, hein? Je sais que tu as déjà parsemé pas mal de
petites infos et c'est super précieux. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu as envie de partager ou des outils, des techniques, voilà, des choses que tu aimerais, voilà, que tu aimerais dire? Euh, alors, partager des techniques, après, voilà, elles vont être propres à chacune et chacune trouvera vraiment ses outils. Mais quand quelqu'un vous dit prenez soin de vous ou que vous dites à quelqu'un prenez soin de vous ou prends soin de toi, personnellement, je trouve que c'est plus la bonne formule aujourd'hui, mais plutôt est-ce que tu as les bons outils pour réussir à prendre soin de toi et à te faire du bien. Donc aujourd'hui, trouvez-vous vos outils pour vous faire du bien. Prenez le temps de cette pause déjeuner, prenez le temps de dîner en famille, même si c'est pas le dîner gastronomique, on s'en fiche, mais levez le pied, vraiment levez le pied parce que ça peut aller trop vite, trop loin et ça peut faire très mal. Donc honnêtement, trouvez vos propres outils et regardez de temps en temps par la fenêtre parce que la vie, elle est jolie, elle peut présenter des jolies choses et puis le ciel aussi. Ça peut être joli, voir un beau coucher de soleil, voir le soleil se lever, des choses tout anodines mais qui font vraiment du bien à la tête et qui peut permettre d'engager la journée du bon pied. Ah, merci beaucoup. Merci Avec grand beaucoup pour ce plaisir. partage. Vraiment, merci beaucoup et c'est utile. Je pense que c'est utile à tout le monde, peu importe où on en est dans la vie de son entreprise, en Mm. fait, parce que quand on se lance, on a plein d'énergie, etc. Et en fait, il y a des habitudes pour moi qu'il faut mettre dès le départ. Et quand parfois ça fait 20 ans qu'on suit ce rythme-là et que justement on est passé à côté de plein de choses, bah ok, on aurait aimé le savoir plus tôt, mais il n'est toujours pas trop tard. Voilà, à chaque étape de la vie de gérant d'entreprise, je pense que c'est intéressant d'avoir ce recul en fait, parce que c'est ça en fait, on est tellement la tête dans le guidon qu'on n'a pas le temps d'analyser nos pensées, de pourquoi on le fait, de qu'est-ce qu'on cherche, de où est-ce qu'on va, c'est quoi le succès, c'est quoi la réussite en fait, qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Ces questions-là, on ne se les pose jamais en fait, quasiment. C'est vrai. Le pourquoi. Non, mais c'est vrai. C'est complètement ça. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, merci. Merci à toi d'être arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir de lire vos retours, alors n'hésite pas à m'envoyer un message, ça me touche toujours énormément. Et pour écouter d'autres épisodes, il te suffit de t'abonner sur la plateforme que tu utilises en ce moment même. Et si tu es vraiment génial, de partager cet épisode avec une amie qui souhaite développer son institut de beauté. Je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode de Booster ton salon.